Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Anaïs. Anaïs est freelance en marketing responsable et aussi créative du podcast Slow Marketing. Elle a pas mal de choses à nous partager, ravi de l'accueillir et on se retrouve tout de suite. Ma question pour vous est la suivante. Comment un entrepreneur peut-il s'occuper de son business et produire du contenu de qualité en même temps? Je m'appelle Amaury et je produis 3 podcasts et 3 chaînes YouTube en anglais et en français sans aucune aide extérieure. Vous voulez savoir mon secret? Bienvenue sur Marketing Automation Ninja. Anaïs, bienvenue à toi. Je suis vraiment ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui et de partager un peu ton histoire avec notre audience, avec l'audience des Marketing Automation Ninja. Anaïs, juste dis-moi qui tu es, ce que tu fais, ce qui t'anime dans la vie, les messages que tu as envie de faire passer. Voilà, dis-moi un petit peu qu'est-ce qui t'anime et qui tu es. Déjà, merci pour l'invitation, Amaury. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui avec toi. J'ai plutôt l'habitude d'être de l'autre côté et d'interviewer, donc c'est aussi pas mal de faire cet exercice. Donc moi, je suis freelance en marketing digital responsable. J'accompagne principalement des PME, des startups, de la stratégie aux opérations. Et ce qui me tient à cœur aussi, c'est d'accompagner notamment les équipes marketing dans de la formation, dans de la montée en compétences pour être autonome sur leur stratégie marketing digital responsable. Et je suis aussi du coup créatrice du podcast Slow Marketing qui va bientôt fêter ses 1 an et dont l'objectif est de rassembler toutes les expertises mais aussi tous les questionnements que j'ai autour du marketing pour réfléchir à un marketing qui soit positif, responsable et surtout engagé. Trop bien. Alors il y a tellement de sujets sur lesquels j'ai envie de couper. On va démarrer du départ. Aujourd'hui, c'est quoi tes conseils principaux pour quelqu'un qui veut avancer sur du marketing, du web marketing? Je pense entre autres à ceux qui réfléchissent à penser à lancer un podcast, à éventuellement à lancer une chaîne YouTube. Est-ce que tu as quelques des conseils ou peut-être une to-do list ou une liste exhaustive de choses à suivre ou de best practice ou de bonnes pratiques? Ouais, je pense que ma première best practice et la chose que je fais avec tous mes clients ou les personnes que je conseille, c'est de choisir ses batailles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment une diversité de canaux d'acquisition, d'outils. Il y a tellement de moyens en fait de faire du marketing aujourd'hui que on a tendance à s'y perdre un peu et à vouloir être présent partout, sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, surtout utiliser tous les outils, etc. Et ce que je vois, c'est vraiment une accumulation d'outils, de canaux d'acquisition, etc. Et sans aucune vue globale sur qu'est-ce qui fonctionne pas, sans pilotage et surtout qui dit accumulation dit à un moment donné surcharge. Et donc on va perdre de vue pourquoi on fait les choses, qui sont les personnes en face, les gens à qui on s'adresse. Et ce qui revient à mon deuxième point, c'est de toujours se mettre en fait dans la place à la place de sa cible, de son persona, de ses clients, de ses membres, peu importe. Et se réfléchir, qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment, quelles sont les informations dont ils ont besoin à quel moment du funnel d'acquisition, mais aussi une fois que c'est mon client, combien d'informations, d'emails je lui envoie par jour, par mois, semaine, enfin peu importe et est-ce que je suis pas en train d'envoyer trop d'informations, est-ce que ces informations-là sont pertinentes, etc. Donc c'est vraiment ça, c'est les 2 premiers points, c'est choisir ses batailles et focus client, prospect, changer, se mettre de l'autre côté en fait et se mettre dans les chaussures de son client. Trop bien. Alors, ce que tu me dis me ramène à un écho que j'ai eu parce que je suis allé aux États-Unis il y a quelques temps pour voir un peu les extrêmes. Je suis allé au 10X, la 10X Growth Conf. Donc, tu prends un Grant Cardone, j'imagine que tu as entendu parler, qui est l'extrême du mec le plus pushy que tu peux avoir. Et qui est tout le temps en train de dire hit the list, envoie des mails, 2, 3, 4, 5, 10 mails par jour. Et donc, on est à l'opposé. Et du coup, voilà, dans la recherche de valeur, je trouve que c'est vachement intéressant et d'où les échanges avec des personnes comme toi sont top. C'est qu'à un moment donné, dans le monde, il faut
se chercher et savoir, OK, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, à qui j'ai envie de m'identifier, à qui j'ai pas envie de m'identifier. Et pour être très sincère, sans vouloir tourner la discussion vers moi, mais je suis allé là-bas parce que j'ai voulu regarder les extrêmes aux US, des mecs les plus extrêmes, et voir comment justement voilà. Donc je sais pas si ça te fait écho en tout cas, ou si tu comprends mon chemin de pensée. Ça me fait complètement écho parce que ça résonne aussi avec mon parcours. Moi, j'ai commencé ma carrière en start-up à Paris, dans un univers très concurrentiel, et donc c'était un peu tous les coups étaient permis, quoi. Et il fallait être partout, fallait être le plus pushy possible. Enfin, et donc moi, c'est aussi ça qui m'a fait à un moment donné. J'étais là, attends, j'avais une vision et une mission à la base qui m'amenait à faire mon métier. Et là, je m'y reconnais plus du tout. Donc c'est ça qui m'a fait aussi switcher vers enfin déjà quitter Paris, changer de métier et enfin pas vraiment de métier mais de manière de faire mon métier. Donc ça a été un premier gros déclic, donc je m'y reconnais vraiment. Et en fait aussi j'ai envie de dire le deuxième point, c'est que aujourd'hui on est sur un marché qui est beaucoup plus mature concernant ces techniques de vente, c'est-à-dire que parce que ces conférences sont accessibles partout et sont utilisées en fait en plus pas que dans le domaine marketing B2B B2C, mais sont utilisées pour la drague, pour la vente immobilière. Enfin tous ces process-là donc sont beaucoup plus toutes ces techniques sont beaucoup plus au clair et connues de tous. Ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que il y a je pense que le marché est beaucoup plus mature aussi, est capable de faire ses recherches, de se faire son propre avis. Et ça fonctionne plus aussi bien, c'est-à-dire que je me souviens il y a encore 5-6 ans, le classique des séquences d'emails commerciales, c'était encore le tout début, et c'était au 6e email, si la personne t'a pas répondu, t'envoies un petit gif trop mignon de chat avec un peu pleurnicheur qui va te dire pourquoi tu me réponds pas. Et c'était le truc que genre quand tu faisais ça, c'était un peu incroyable et tout. Et genre en fait quand je reçois à nouveau ce type de truc là en 2023, je suis là, ça fait 5 ans en fait que tout le monde fait ça, genre on le sait. Et il y a pas longtemps, je me suis retrouvée en train de chercher un SaaS justement pour un client pour une solution particulière, dans un process de vente avec justement un commercial qui était hyper pushy. C'est-à-dire que moi j'ai 2 numéros téléphone, un français, un belge, qui sont dans ma signature, et j'ai aucun souci pour qu'on m'appelle si c'est pour m'apporter des informations intéressantes. Mais c'est-à-dire que malgré le fait que je répétais plusieurs fois, ce n'est pas le bon timing, je suis en train de discuter des budgets, je reviendrai vers toi, etc. Genre je suis en train d'analyser les choses, c'est à moi de revenir vers toi. Ce commercial-là a pris la liberté non seulement de m'envoyer plein d'emails, de m'envoyer des invitations dans mon agenda à des moments, sans me demander mes disponibilités, de m'appeler sur mes 2 numéros de téléphone, c'est-à-dire si je répondais pas sur le français, il m'appelait sur le numéro belge. Et à un moment donné, j'étais là, en fait, tu sais quoi, maintenant, mon seul objectif, c'est de trouver toutes les autres solutions qui font comme toi et de pas travailler avec ta solution parce que tu m'as saoulée. Et le dernier échange d'email, c'était ça. Et je dis, en fait, non, tu vois, genre, c'est pas possible. Ce n'est plus possible en 2023 d'harceler les gens de cette manière et de penser que derrière, on va réussir, en fait, à leur faire changer d'avis, à leur faire vendre quelque chose. Alors que moi, pour le coup, j'étais prête, j'étais le prospect parfait, hein. C'est-à-dire que j'avais le go du client, j'avais le budget, il fallait juste que je trouve la solution. Mais en fait, à force de me harceler, il a juste fait que je suis partie à la concurrence. Ok. Alors, j'aurais une question qui est peut-être un peu difficile parce que ta position, comme tu es une experte en marketing, tu dis là, pour toi, le petit gif du chat, tu trouves ça has-been, alors qu'en réalité, je pense que c'est certainement encore pas mal efficace parce que le B2C qui va le recevoir, il va être touché émotionnellement par ça, etc. Et donc, ma question, elle est la suivante, c'est qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Parce que quand on regarde tous ces systèmes des plus extrêmes américains à des systèmes pushy qui ont fait leurs preuves et qui, je pense, continuent quand même à être efficaces et donc qui permettent de rentrer des belles sommes d'argent. Et quand on veut se pencher plus vers nos valeurs, qu'est-ce qu'on arrive à faire aujourd'hui et quel est le sweet spot entre efficacité et arriver à faire quelque chose avec de belles vertus? Comment est-ce
que tu fais pour poser le bon curseur? Parce que pas envoyer trop d'emails, si t'envoies un email par mois, à un moment donné, ça va être compliqué de maintenir un business. Ouais, je comprends. Mais le premier point que tu as dit est hyper intéressant et c'est là toute la clé. Tu as souligné que le fait que pour moi, en tant que marketeuse, les gifs de petits chats qui étaient revus et revus, c'était has-been. Et en fait, là est la clé. C'est-à-dire que dans la cible marketeur, cette stratégie-là, on l'a vu passer en 2015. Elle a fait son effet. Et je veux dire, aujourd'hui, en 2023, ça has been. Genre, dans ce cas-là, en plus, l'outil que je cherchais, c'est un outil vraiment dédié à du marketing. Donc, en fait, lui, ce commercial-là, sa cible, c'est des marketeurs. Donc, pour moi, il est en décalage complet avec l'état actuel du marché. Et donc, c'est toujours se poser la question de qui sont mes prospects, qui sont mes clients idéaux. Et quel est l'environnement dans lequel ils interagissent aujourd'hui et comment je me positionne surtout par rapport à mes concurrents ou les alternatives auxquelles ces prospects ont le choix devant eux. Et donc c'est pour ça que c'est très difficile de dire en fait ma recommandation c'est d'envoyer qu'un seul email par mois, etc. parce que ça dépend forcément de ton marché et de ce qui s'y passe et des informations que tu as à faire passer, etc. J'ai envie de dire, c'est pas une question tant de fréquence ou de canaux d'acquisition, mais toujours est-ce que tu vas apporter de la bonne valeur au bon moment. Yes, ok. Et donc, mais alors, si tu veux, je peux te donner un exemple concret. Ouais. Ça va être, par exemple, dans le cas d'un groupe de studio de yoga, au lieu de envoyer systématiquement des informations à tous tes membres du studio de yoga, par exemple, c'est de segmenter ta liste en fonction des styles de yoga, de la fréquence de cours qu'ils font par semaine et d'envoyer des informations, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, je sais pas, une fois par semaine avec un seul type de yoga, peut-être qu'en fait, lui, on n'est pas obligé de lui envoyer des news toutes les semaines, mais une newsletter tous les mois pour lui donner des informations générales sur ce qui se passe dans le studio, c'est suffisant. Versus un membre qui vient 3 fois par semaine, qui a plein de styles de yoga différents, qui a l'air d'être vraiment assez accro, dans ces cas-là, on va peut-être lui pousser plus régulièrement des workshops et idéalement dans le style de yoga qu'il pratique. Ok, ça a complètement de sens. En discutant avec toi, il y a un point qui me vient à l'esprit, c'est et encore je trouve génial ton positionnement parce que pour moi on t'identifie et les gens vont s'identifier avec tes valeurs et vont dire j'ai envie de bosser avec elle parce que je partage les mêmes valeurs, parce qu'on est une start-up dans l'impact, etc. Maintenant la question c'est est-ce que du coup tu travailles que avec des personnes qui partagent tes valeurs et auquel cas c'est chouette, mais comment est-ce qu'on peut pousser l'impact plus loin et c'est-à-dire pousser des gens qui s'en foutent pour le dire à travailler plus avec des gens comme toi et à quand même essayer de viser une performance tout en respectant l'impact qu'on peut avoir via réduire les contenus, réduire les tailles de vidéos comme on parlait tout à l'heure, etc. Comment est-ce que tu peux avoir plus d'impact au-delà des gens pour qui c'est déjà important? C'est un point hyper important et ça faisait partie aussi un peu de mes différentes étapes de réalisation autour du marketing responsable. C'est-à-dire que moi, il y a eu d'abord un premier déclic qui était OK, le marketing responsable, en fait, c'est de travailler avec des entreprises responsables. J'étais là, chouette, tu vois, ça me va bien. Je trouve ça pour l'ego c'est cool aussi, enfin tu vois, genre tous tes clients sont responsables, c'est plutôt intéressant, puis c'est des jolies marques qui font bien sur la plaquette. Mais en fait, un jour, j'ai réalisé que c'est pas parce qu'une entreprise était responsable que ses pratiques de opérationnel, de management, etc. l'étaient. Tout bonnement parce que aujourd'hui, l'impact est un argument business, est un argument de vente, est un argument de levée de fonds, est un argument. Donc, il y a pas que des bisounours, c'est des gens qui veulent rendre le monde meilleur. Il y a aussi des gens qui veulent juste faire de la thune. Et qui s'en foutent de comment ils arrivent au résultat en fait, donc pour le dire assez directement. Et donc c'était un premier déclic. Et le deuxième, ça a été pour le coup un de mes clients qui était à Impact, qui était hyper exigeant dans les outils qu'on utilisait et qui en fait m'a ouvert tout un monde en fait j'utilise automatiquement. Je te donne l'exemple le plus concret, c'est que moi d'office je démarre une mission avec un client et je demande un accès à son Google Analytics, parce que tu veux les stats de ton site, tu
lui installe Google Analytics. Mais en fait, il existe plein d'autres solutions alternatives à Google Analytics. Et d'ailleurs, si tu y réfléchis même, donner à Google les accès de tout ce qui se passe sur ton site internet pour ensuite aller lui acheter des encarts publicitaires parce qu'il a les informations de tout ce qui se passe sur tous les sites internet du monde, c'est quand même un peu genre je te donne les infos pour pouvoir les payer plus tard pour que tu mettes de la publicité au bon endroit. Donc en termes d'éthique et de responsabilité, on n'y est pas. Google Analytics ne respecte pas le RGPD et d'ailleurs est visé encore et toujours par la CNIL comme un outil qui est flagué pour ne pas respecter le RGPD et ça c'est un point important. Et le deuxième, c'est qu'en fait Google prend tellement d'informations sur vos sites qu'il y a des scripts qui sont vraiment lourds et qui potentiellement peuvent ralentir votre site versus des solutions alternatives qui sont plus légères, qui respectent le RGPD parce qu'elles ne traquent pas en fait les personnes, elles anonymisent toutes les données et elles ne prennent que l'essentiel des informations. Et donc, on se retrouve avec des solutions comme Plausible Analytics ou Simple Analytics qui ont des scripts plus légers qui permettent en fait à la fois de respecter les données de nos visiteurs, mais aussi d'avoir un site plus léger, donc plus rapide, donc mieux référencé. Il y a des tests qui ont été faits et qui montrent qu'en fait, à partir du moment où on installe le script Analytics, Google Analytics, on va ralentir d'office son site internet. Donc voilà. Ok. Ça c'était ouais. Plausible et Simple Analytics, hein. Ouais, exactement. Ok, cool. Et bien du coup, j'arrive sur la partie outils. C'est quoi alors du coup les outils que tu utilises toi dans ton quotidien pour créer tes contenus, tes podcasts, etc. Comment est-ce que tu travailles? Ouais, alors moi je suis une grande fan de Notion. C'est un peu c'est mon deuxième cerveau. Non seulement pour m'organiser, pour être efficace, etc. Mais je l'utilise aussi énormément et je le mets en place chez mes clients dans chaque projet dans lequel je travaille pour documenter aussi mon travail, bien loguer tous les accès, enregistrer les meetings, les formations que je donne, etc. pour qu'en fait, une fois que ma mission soit finie, c'est pas genre ok, j'ai fini, maintenant faites comme vous pouvez, ou en fait je donne pas les accès, ou il n'y a pas un suivi de compétences en interne si les équipes changent, etc. Et donc ça c'est quelque chose, c'est une notion et de base de données d'information, de knowledge sur tout mon travail, ça c'est un point hyper important. Et je vais te dire encore cette semaine, j'ai un client avec lequel j'ai fini de travailler il y a plus d'1 an et j'ai une ancienne du coup collègue entre guillemets qui m'a dit Anaïs, on est encore en train de regarder tes tutos quand on doit utiliser tel outil et genre ça fait trop plaisir de pouvoir se dire parce qu'elle est en train de quitter cette société, elle me dit je peux faire ma passation tellement facilement parce que la moitié des sujets que tu m'as fait la passation, tout est déjà enregistré, tout est déjà logué, genre tous les process sont mis, donc ça c'est hyper efficace. En termes d'outils, je t'ai déjà parlé de Plausible et Simple Analytics. Moi j'ai un autre outil que j'utilise tout le temps et que je recommande à mes clients, c'est FreeConvert pour la conversion de vidéos, d'audio, de PDF, de visuels. Et c'est un sujet que j'aborde aussi très rapidement dans la relation client, dans les projets, c'est compression des fichiers. Parce qu'en fait, je trouve il y a une grande méconnaissance de l'impact du poids, juste le fait qu'il y a un poids des fichiers et de l'impact que ça a. Et qu'en fait, je vois des emails, des 8 transferts qui sont envoyés à droite, à gauche, et sans vraiment réaliser qu'en fait derrière il y a qui dit poids de fichier dit espace sur un serveur, voire plusieurs serveurs. Donc voilà, donc de réduire au maximum cet impact-là. Cool, ok. Super. Bon, je pense qu'on pourrait discuter pendant des heures et des heures. Est-ce qu'il y a des conseils que tu peux donner aujourd'hui quand on veut se lancer, quand on veut, parce que nous, les personnes qui suivent Marketing Automation Ninja ont déjà démarré soit un podcast, puis sont au début, une chaîne YouTube, sont dans ce challenge de dire il faut que je produise et nous, on est là pour les aider à ne pas passer trop de temps à éditer, juste à partager leurs connaissances et à pratiquer. T'as des conseils comme ça à partager pour ce type de personnes qui sont dans cette aventure-là, entrepreneuriale ou pas d'ailleurs, hein, même une start-up qui veut communiquer et démarrer plus de communication, ce serait quoi tes bonnes pratiques, sans revenir sur la première question? Ouais.
mon conseil principal, ce serait que tout ce qui est stratégie, marketing, communication, on n'est pas sur un sprint, on n'est même pas sur un marathon, on est sur de l'ultra trail, tu vois. On est parti, on n'est pas là pour venir courir 10 kilomètres et faire un sprint à la fin, essayer de gratter des places. Ça prend du temps en fait d'être présent, de développer une présence sur les réseaux sociaux, de développer une audience et une communauté. Et toute personne qui essaye de vous vendre un raccourci, en fait, souvent il y a un loup derrière. Et ça prend énormément de temps. Autant je trouve ça top qu'il y ait des outils d'automatisation, comme le tien. Moi, j'utilise aussi. Il y a un outil que j'adore. Tiens, j'aurais dû le citer juste avant. Scheduled, qui est fait par un Français, Julien Collet, qui me permet justement directement depuis une notion de planifier mes posts LinkedIn. Donc, j'ai pas à faire de copier-coller, etc. Je retourne pas sur LinkedIn pour faire mes posts. Je peux aussi planifier à la fois mes posts, mais ceux de mes clients, ce qui fait que j'ai tous les bénéfices de la plateforme Notion, de travail collaboratif, etc. Et une fois que c'est validé, hop, ça envoie à l'heure voulue et au jour voulu le post sur LinkedIn. Et donc moi, je suis vraiment pour à la fois des outils qui nous fassent gagner du temps sur la création de contenu, les process, etc. Mais créer un message qui a un impact, créer une audience, tout ça prend du temps. Donc même chose. Enfin, quand je vois ChatGPT et moi les premiers cas d'usage qu'on a vu en marketing, c'est comment générer 100 posts LinkedIn d'un coup. Ça m'a fait un peu halluciner. Je me disais mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces 100 posts en fait? Déjà ils sont pas de qualité. Mais en plus, je veux dire, qu'est-ce que ça va t'apporter de faire 100 posts, une fois par jour, tous les 2 jours, pendant cette période-là, et de les avoir écrits en une seule fois. Enfin, genre, quelle réflexion t'as mis là-dedans? On sait très bien que du coup, au bout d'un moment, il va y avoir un message qui sera hyper répétitif, plat, sans personnalité. Et c'est pas là que tu vas créer une audience, interagir avec une communauté et quand bien même t'arrives à générer du jour au lendemain, je sais pas, 5 000, 10 000, 100 000 abonnés, genre, est-ce que tu crois vraiment que tu vas réussir à savoir les gérer 100 000 nouvelles connexions d'un coup? C'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Enfin. Non, puis ça arrivera pas de toute façon. Et tu peux. Non, ça n'arrive pas. J'imagine trop comment tu dois bondir. Moi, quand je vois les outils et toutes ces vidéos YouTube où des mecs qui disent regardez, avec l'IA maintenant, en 3 minutes, j'ai généré 1000 ou 100 vidéos YouTube. Alors déjà, d'un point de vue impact, j'imagine même pas le désastre. Ça n'a aucun intérêt. Et je me bats là-dessus parce qu'en fait, moi, ma vision, c'est on est des humains, on est là pour parler entre nous. Alors, ok, on peut utiliser la vidéo, on peut parler à une caméra et ça fait passer un message, mais on a une vraie connexion. C'est pas un IA qui est comme ça, qui bouge pas et qui bouge juste un peu les lèvres et qui parle avec une voix monotone. Et voilà, j'ose imaginer comment tu dois bondir avec ça. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi, ça c'est un volet que je mets maintenant dans mes formations sur les réseaux sociaux ou en création de contenu, c'est que je parle de ChatGPT parce que c'est utilisé et donc j'explique à chaque fois, genre, en fait ChatGPT est pas là pour écrire tes posts, il est là pour t'assister, peut-être pour t'aider à relire si tu fais beaucoup de fautes ou si tu veux avoir une écriture plus inclusive mais tu es pas sûr de comment le faire, en fait ChatGPT peut t'aider en fait à relire tous tes posts pour que ça soit en écriture inclusive. Il y a plein de cas d'usage où ChatGPT ou une autre IA peut être utile pour améliorer ton contenu, ta pensée, etc. Moi, j'aime bien des fois quand j'ai une idée mais que je suis pas sûre d'où aller, avoir une conversation où je dis ok, tu viens me challenger quoi sur cette idée-là. Pour qu'on aille au bout de mon idée avant que ça me fasse un post. Mais le post, à la fin, c'est moi qui l'ai rédigé. C'est pas, j'ai pas dit, tiens, voici cette idée, faisons quelque chose. Et en fait, si on le fait, je le montre en démonstration, généralement, quand je donne des formations, là-dessus, ce qui en ressort n'est pas très intéressant, quoi. Donc, complètement. Je te rejoins totalement. Dans ma présentation que je fais, je dis, on écrit le truc, on écrit les contenus, et après on demande à ChatGPT ce qu'il en pense, et éventuellement si on a oublié des choses, et il nous aide à juste s'améliorer et à vérifier ce qu'on a fait. Mais c'est pas lui qui crée le contenu. Ok, top.
Allez, j'ai une ultime question et après je te laisserai parce qu'on va pas non plus faire un épisode de 3 heures. Je vais prendre notre cas et je profite qu'on soit ensemble. On est une startup, on est un SaaS, on a donc une stratégie digitale de création de contenu, etc. Quelle est ta recommandation pour une startup comme la nôtre, Marketing Automation Ninja? Je vais te dire, ma recommandation principale, c'est de focus sur tes utilisateurs actuels. Bien t'assurer que tu réponds à un besoin, qu'ils sont toujours satisfaits de ta solution, etc. Notamment pour capter sur la rétention, ça c'est le premier point. Et le deuxième, potentiellement utiliser tes premiers utilisateurs pour de la rétention, pour de l'affiliation ou de la recommandation. Il n'y a pas meilleur outil de vente en fait que quelqu'un qui est satisfait d'un outil. Pour en parler, il y a plein de manières de le faire hyper intelligente sans forcer. Sans être dans la manipulation ou quoi, mais déjà de base, si tu t'assures que tu réponds à un besoin, à une problématique, ton service est à 100% aligné avec les attentes de tes utilisateurs, qu'il n'y a pas de frustration. Derrière, la partie affiliation, recommandation va venir de manière beaucoup plus facile. Et j'ai envie de te dire, quelqu'un qui te dit utilise cet outil, il est dingue. Moi, j'utilise, ça a changé ma vie. Il y a rien à faire. Enfin, c'est le meilleur message de vente possible versus le 50 ads. Bref. Donc pour moi, ça serait la recommandation sur un SaaS. Après, bien entendu, faut pas non plus fermer les yeux sur les autres actions de marketing. Mais si t'as pas ce socle-là de base, et pour avoir bossé en SaaS et en application mobile, si ton application derrière fonctionne pas, s'il y a des problèmes, etc., que t'es pas capable de retenir tes utilisateurs actuels, tu peux dépenser des 1000 et des cents dans de l'acquisition. C'est genre juste envoyer de l'argent, de l'acheter par la fenêtre, quoi. Ok, top. Bon, cool. Merci en tout cas. Un dernier point, parce qu'on a eu le cas tout à l'heure, c'est l'onboarding. L'onboarding, il doit être flawless. Il doit pas y avoir une erreur. Cool. Ça, c'est toujours parce que t'as pas deux occasions de faire une première impression. Donc c'est aussi. Bon, nickel. Bah écoute, merci en tout cas pour ce feedback et on travaille. On est en plein dessus de toute façon. Donc c'est en tout cas le bienvenu. Anaïs, merci pour ton temps. Génial. Je suis très content de notre échange aujourd'hui et je pense qu'on en aura d'autres en futur. Un dernier mot, un dernier truc à partager, un bouquin, des pensées particulières? Non, c'est la fin d'année, c'est un peu une période de réflexion, généralement bilan, etc. Si vous êtes, moi j'invite vraiment toute personne à faire son bilan marketing. En fait, regarder les actions toutes les actions qui ont été commencées, engendrées dans l'année, et de se demander qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné. Avant de se lancer dans 2024 et d'en relancer 50 000 projets sans queue ni tête. Donc voilà, petit bilan de fin d'année aussi pour ces actions marketing, c'est hyper important. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn, Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.